Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette séance couplée du cercle du renouvellement constitutionnel et du renouvellement spirituel. Troisième et normalement dernier volet de l'étude autour des notions d'entropie et de négantropie. Donc aujourd'hui, Jean-Charles va nous faire une présentation, je crois, plus courte que les précédentes. C'est vrai que nous avions vraiment rentré dans les détails. Et qui sera suivi d'un débat global, en définitive, sur toutes ces notions et leurs implications, tant constitutionnelles dans le domaine politique que dans le domaine spirituel. Jean-Charles, je te cède la parole. Oui, bonjour Luc, bonjour Christian, bonjour à tous. Oui, alors donc on va donc pour la troisième fois reparler de cette notion d'entropie, négantropie, qui est en fait une problématique que nous pressentons être déterminante pour une posture euh, d'esprit, un état d'esprit pour envisager les prolongements dans la société humaine autour des questions qui nous intéressent, démocratie, droit naturel, euh, droit positif et enfin application de ces droits dans des cadres plus structurés comme la Constitution, etc. Mais le problème est bien d'exposer la possibilité d'une relation entre cette notion qui confine souvent à la philosophie. Enfin, ça part de la physique, mais très rapidement, on arrive à des conceptions philosophiques, entropie, négantropie, et donc expliquer ce lien qu'on pressent avec toutes nos préoccupations. Donc, euh, j'aimerais commencer par un petit clin d'œil en, en, vous, en vous disant comment je suis mort en cours de thermodynamique en première ou en terminale, je ne sais plus. C'est là que j'ai réalisé enfin, je m'explique tout de suite. Moi qui, jeune enfant de 16, 17, 18 ans, me considérais comme immortel, a compris que de façon définitive, l'immortalité adolescente, enfin que j'avais dans mon esprit adolescent, n'existait pas. Et là, j'en ai eu la preuve physique. Donc, physique expliquée par la physique et par la science. Alors, je vais rapidement, je vais commencer à partager l'écran. Alors, où est-ce que je me souviens plus? Voilà, partage de l'écran. Hop. Alors, on va partager tout l'écran. Paf, comme ça, c'est plus facile. Et je vais partager cette page-là. Donc, c'était un cours sur les états physiques de la matière. Voilà, solide, liquide, gazeux, les états physiques de la matière. La matière est constituée d'atomes, de molécules ou d'ions. Alors, tout ça, c'était l'évidence, tout allait bien en cours, maintenu par des forces de cohésion avec des liaisons. Tout ça, c'était intéressant. J'aimais bien ce cours-là. Ça me paraissait pas trop compliqué. Ces entités constituant la matière sont soumises en permanence à une agitation thermique qui se manifeste par de la température. Donc, une notion en plus, tiens, il y a de l'agitation. Alors, à l'état solide, l'effet des forces de cohésion est beaucoup plus fort que l'effet de l'agitation thermique. Donc, les entités sont pratiquement immobiles à l'état solide. À l'état liquide, les forces de cohésion et d'agitation thermique sont à peu près égales en intensité. Donc, les entités en contact sont en mouvement les unes par rapport aux autres. Et à l'état gazeux, l'effet des forces de cohésion est très faible devant celui de l'agitation thermique. Et les entités sont éloignées les unes des autres. Donc, on voit bien. Donc, le volume dont dispose une entité chimique, molécule, atome ou ion, augmente en passant de l'état solide à l'état liquide, puis à l'état gazeux.
Donc là, ce sont des choses plus ou moins évidentes pour un garçon de 17 ans dans cette classe. Donc on avait plus ou moins ce genre de schéma que vous voyez à l'écran, la vaporisation, l'évaporation ou l'ébullition pour passer de liquide à l'état gazeux, ensuite la condensation solide du gaz au solide, la solidification, enfin disons qu'il y a un certain nombre de substantifs qui expliquent la façon dont un gaz se liquéfie, un solide se sublime, voilà, etc. Bon, donc tout ça pour l'instant, c'était pas trop difficile à comprendre. D'ailleurs, là, je suis pas en train de vendre une difficulté à venir, mais enfin voilà. Ensuite, là où c'était intéressant, c'est que on s'est rendu compte qu'il y avait des relations qu'on pouvait mettre en équation entre la température, le volume, la pression et le nombre de moles, c'est-à-dire la matière en présence. Et on arrivait à un certain nombre de lois. Et la loi qui avait été développée et qui est en général développée en introduction de ce genre de cours, c'est la loi des gaz parfaits. PV égale NRT, c'est-à-dire que la température est dépendante du couple pression-volume et il y a une évolution qui arrive à trouver un rapport, une constante dans cette relation. Et pareil, dans les lois différentes que j'ai moins abordées personnellement même dans le cours que j'ai vécu et même plus tard, mais enfin voilà. Donc, on voit qu'il y a des relations entre les matières. Alors, la matière, il y a des variables thermodynamiques et donc il y a des grandeurs extensives, c'est-à-dire qui sont proportionnelles à la quantité de matière et des valeurs intensives qui sont indépendantes de la quantité de matière. Donc là, ça devient plus intéressant. Voilà, on se dit, tiens, donc il y a des choses qui sont indépendantes de la quantité de matière et c'est celle qui m'interpelle le plus. Donc, la pression, il peut y avoir une pression, mais la matière, pour moi, elle pourrait peut-être comment dire, s'exprimer, être influencé par la quantité de matière. Mais bon, dans le cours, c'était présenté comme ça. Voilà. Donc, on a donc des variables extensives, etc. C'est un petit peu comme, je sais pas, pour moi, dans l'idée, on avait un ballon de baudruche et puis on le serrait, donc soit une augmentation de volume, soit une augmentation de la pression, voilà, qui passe le ballon de baudruche qui passe à travers les doigts lorsque il est pas trop gonflé. Voilà, c'était tout simplement ça. Et puis de là, le prof nous a parlé donc de l'énergie. L'énergie, enfin la traduction de tous ces phénomènes et tous ces constats, ces abrégations de volume, de pression, de température, etc. Et il nous a expliqué que on arrivait quand même à extraire de ces constats une nouvelle notion qui est l'énergie. L'énergie, alors je lis, l'énergie mesure l'aptitude d'un système à fournir un effort. Et ensuite, du point de vue thermodynamique, l'énergie est une mesure de la capacité d'un système à modifier son état en entraînant un mouvement, une chaleur ou un rayonnement électromagnétique. Donc les choses se précisent. Et donc là, on a les deux formes principales de l'énergie qui sont la quantité de chaleur, la température et le travail. Et c'est là qu'arrive donc le principe de la thermodynamique. Donc rien de secret, tout se transforme. Puis une autre façon de le dire, l'énergie totale d'un système quelconque et de son environnement reste constante en cours de toute transformation. Donc, c'est deux façons de dire que rien de secret, tout se transforme. Et ensuite, c'est là que le deuxième principe de la thermodynamique arrive. Au cours d'une transformation spontanée, l'entropie de l'univers, système plus milieu extérieur, ne peut diminuer. Elle reste constante si la formation est réversible. Elle augmente si la formation est irréversible. La transformation, pardon. Donc, c'est là que je suis mort, puisque après, il m'explique que donc, lorsque on jette un verre au sol, eh bien, il se casse, il y a une libération d'énergie sous la force cinétique, la résistance du sol, etc. Et donc, tous ces morceaux, il faudra infiniment
plus d'énergie pour recombiner les atomes de matière, enfin la matière qui s'est éclatée, que de la laisser, que de la laisser, que l'énergie qu'il a fallu pour créer ce verre. Voilà, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et il y avait un truc qui m'avait interpellé, c'est que il y avait marqué, il parlait de l'entropie de l'univers. Alors tout de suite, je me suis dit, oh là là, ça ne concerne pas seulement le verre, ça ne concerne pas seulement la machine à vapeur, enfin tous les exemples qu'on peut imaginer, même la machine à café ou un moteur ou quoi que ce soit, ça peut concerner l'univers entier. Et d'ailleurs, vous avez l'un et l'autre, Christian et Luc, exprimé des considérations sur l'entropie en faisant intervenir même le système Terre. Et moi, je ne me suis pas empêché d'aller voir, et Luc aussi l'a fait aussi, le système universel, ou au moins des étoiles, des galaxies, et de leur organisation, réorganisation, destruction, etc. Et ça a été l'objet de ce qu'a présenté Luc plus en détail avec son exposé. Et là viennent mes préoccupations. Donc voilà, c'est incroyable. L'entropie, c'est quelque chose, enfin le désordre est irréversible, inéluctable, etc. Bien qu'à un moment donné, le prof et ce cours que j'ai retrouvé, là, les extraits de ce que je vous présente à l'écran, sont des extraits d'un cours qui correspond à une première année de quelque chose en ingénierie chimique, je sais pas quoi. Enfin, toujours est-il que il parle de transformation qui serait réversible lorsque, par exemple, quelqu'un dit ah oui, on prend de l'eau et puis on va en faire de la glace. Et ensuite, de la glace, ça redeviendra de l'eau ou inversement. Et la personne nous dit ah oui, voilà, c'est réversible. Ben oui, mais lorsqu'on recongèle, par exemple, l'eau qui a été décongelée, alors oui, on obtient un bloc de glace qui ressemble au premier, mais il est peu probable que les molécules d'eau qui se sont agrégées se soient réagrégées exactement de la même façon, avec la même distribution de chaque molécule d'eau dans le corps glacé. Donc, parler de réversibilité, c'est vraiment très relatif. Et j'ai tendance à penser qu'il n'y a vraiment pas de possibilité, au niveau atomique en tout cas, de se retrouver dans une procédure qui arrive à quelque chose de réversible. Donc voilà. Donc, mais toujours est-il que cette entropie est une augmentation constante du désordre, et au mieux on arrive par étapes à des systèmes d'équilibre momentanés dans le temps, voilà. Mais tout paraît être destiné à être détruit, explosé, etc. Donc, mais malgré tout, dans nos discussions, et Luc l'a exprimé aussi dans son exposé, il y a des forces qui s'opposent d'une certaine façon à ce côté irrémédiable de la désorganisation de l'univers et de la matière, et on arrive à identifier, bon, c'est une identification qui est de forces. Certaines freinent l'entropie et d'autres forces augmentent l'entropie. Bon, toute l'introduction peut suggérer que les forces qui augmentent l'entropie sont plus nombreuses, plus fortes, plus efficaces que celles qui freinent l'entropie, au vu de ce qu'on peut dire de ce qu'on peut constater, ne serait-ce que sur l'exemple du verre et sur l'exemple de la glace, etc., on n'arrivera jamais à maintenir ou à revenir à un état antérieur à l'état qu'on a vu évoluer au cours d'un acte anthropique ou même de recombinaison. Bien qu'on puisse se satisfaire de cette recombinaison, on n'arrivera jamais à recombiner comme à l'origine. Donc, les forces freinant l'entropie
Non, je vais commencer par les forces qui augmentent l'entropie, c'est-à-dire la force cinétique, les ondes gravitationnelles, les mouvements browniens, les ondes temporelles et l'énergie noire. L'énergie noire qui est une énergie, donc en préparant l'exposé, je ne suis pas non plus cosmologiste, etc., mais j'ai compris que l'énergie noire était une énergie dont la gravitation était négative. La force gravitationnelle était, c'était quelque chose qui, je ne sais pas si je l'ai gardé plus loin, on verra, mais j'espère avoir l'expression, mais disons que l'énergie noire, c'est quelque chose qui explose les choses, qui les éparpille par le fait que c'est une gravitation négative, enfin, une force gravitationnelle négative. Enfin voilà, on peut se pencher et aller voir sur Internet ce qu'est l'énergie noire, mais c'est quelque chose d'à peu près de ce genre. Ensuite, les forces qui freinent l'entropie, c'est la gravitation. Donc forcément, lorsque quelque chose explose, on a malgré tout des forces de rappel. Voilà, de rappel des masses qui en sont en présence, qui est la force de gravitation. Et on a une force un petit peu similaire qui est la cohésion des particules. C'est une force de rappel, mais là, à l'intérieur des particules, que ce soit les atomes, etc., il y a des forces de rappel qui empêchent, par exemple, les électrons et les protons de s'éloigner, qui agglomèrent aussi des neutrons, etc. Il y a le magnétisme, l'électromagnétisme, et là, pour le coup, la cohésion des particules est c'est de la force électrique entre la charge d'électrons et la charge de protons. Mais on a sans doute, et là je ne suis pas non plus ingénieur ou super savant dans les affaires de sciences des particules, mais les neutrons n'étant pas chargés, ils sont malgré tout agrégés au sein de l'atome, donc ils doivent parler de cohésion des particules et non pas de magnétisme, parce qu'il y a forcément une force qui n'est pas magnétique, mais qui garde en cohésion les neutrons, etc. Et ensuite, la cohésion quantique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, tout à chacun peut avoir sa compréhension de la chose, mais on voit que le fait que la matière soit aussi de l'énergie avec des vibrations très élevées, enfin qui font que la matière en fait est une espèce. Enfin, je pense que vous savez tous ce qu'est la matière d'un point de vue quantique. C'est une énergie dont les vibrations sont tellement, sont particulières et les rendent solides et palpables à nos sens. Voilà. Alors donc là on a ces choses-là. Et malgré tout, et de là, Luc et moi-même à un autre moment avons conçu que les étoiles, les galaxies, la façon dont elles tournaient entre elles, les planètes autour d'un soleil, etc., montrer et démontrer une espèce d'état qui pouvait être qualifié de négantropique, c'est-à-dire enfin œuvrer pour qu'il y ait une contradiction à ce désordre inéluctable, et la façon de constater que le désordre ne serait pas inéluctable, c'est de le voir et de constater que la nature, l'univers offre des organisations, des structurations, donc en plus Luc a fait la nuance, et des structurations de la matière, et peut-être même des énergies d'une certaine façon, qui contredirait cette inéluctabilité de l'entropie par cette structuration. Et ensuite, la question philosophique qui s'en vient, c'est de savoir si, à un moment donné, cette structuration, dans un premier temps, peut contrecarrer ce désordre,
Et bon, on a un tropisme intellectuel à se dire le désordre, c'est pas bien, il vaudrait mieux que les choses soient en ordre. La preuve en est, c'est que la Terre, l'univers, le Soleil, etc., font partie de choses qui nous permettent de vivre, alors que le désordre, le vide intersidéral, les explosions, etc., ne nous permettraient pas de vivre. Donc, on a une espèce de réflexe intellectuel à se dire quand même, l'entropie, c'est bien embêtant. Qu'elle soit si forte et si incontournable. Donc, on en est là. Et bon, là, je vous renverrai sur tout l'exposé de Luc qui était très intéressant sur cette négantropie. Mais là, à cet endroit, je vais peut-être prendre une autre direction. C'est que de dire que, après tout, entropie ou négantropie, on va dire, cosmique, puisque là, on vient de ne parler que des étoiles, des galaxies, des systèmes planétaires, voilà. Ça, on parle vraiment que de cosmique et que de matière comme ça dans le cosmos et dans l'univers. Ce n'est, pour moi, enfin, au fur et à mesure de la réflexion, ce n'est qu'une espèce de jeu de billard, un grand jeu de billard cosmique. Et là, on ne parle que de matière qui s'entrechoquent, qui se rencontrent, qui s'attachent, qui se détachent, qui explosent, qui implosent, etc. Avec les histoires de trous noirs, etc. Pour moi, c'est un jeu de billard et que on peut imaginer qu'une galaxie soit simplement une espèce de résurgence logique, une espèce d'équation, une espèce de fractale dans cette espèce de grand calcul universel qui aurait par hasard ou par endroit, comme se forment des grumeaux, ce serait d'ailleurs les cosmologistes appellent, par exemple, lorsqu'ils regardent la carte de l'univers, le rayonnement fossile de l'univers, qui remonte à 380 000 ans après le Big Bang, d'après eux, ce rayonnement fossile, ils parlent aussi justement de grumeaux, parce que voilà, mais c'est quand même des espèces de, vu qu'on a des lois fixes, ça c'est encore à voir, mais enfin, là, actuellement, on peut se dire que on vit dans un univers dont les lois sont quand même malgré tout définies. Hein, la charge de l'électron, les constantes de Planck, de Boltzmann, je sais pas, etc. Tout ça sont des constantes. Et d'ailleurs, il y a pas mal de cosmologues qui disent que là, l'univers a quand même des constantes qui permettent qu'il soit à peu près équivalent au niveau de ses réactions et de ses manifestations un peu partout dans l'univers observable. Donc là, je me suis un peu perdu, mais toujours est-il que on arrive malgré tout, et je reviens à cette idée qu'on est malgré tout dans une partie, une espèce de jeu de billard, un univers interstellaire, intergalactique, et que ça peut correspondre, vu qu'il y a des lois, voilà, je reprends le fil, vu qu'il y a des lois constantes qui sont des espèces de formulation, de concrétisation, pardon, physique, concrète, matérielle, d'équations qui ressortiraient de ces lois universelles. Et donc, ensuite, je voudrais là, cette fois-ci, revenir à des considérations aussi plus terrestres. Je ne sais pas si vous connaissez Aurore Stéphan, qui présente, par exemple, en matière d'entropie, elle ne prononce pas forcément le mot, mais on voit, par exemple, sur ce petit visuel que j'ai copié, qu'il y a du cuivre, par exemple pour le minerai de cuivre, qu'il est présent dans le minerai de cuivre 0 à 2% de cuivre. Ensuite, on le concentre. La concentration, on arrive à 31%. Et ensuite, on fait une extraction chimique. On arrive à une proportion de 95 et quelques pourcents. Et
on arrive au cuivre, la cathode, comme c'est tel qu'ils le disent, donc oui, c'est vrai que la cathode est du cuivre, on arrive à 99,99%. Et donc la question, là pour le coup, là j'ai quitté les étoiles, etc., mais il va y avoir un lien. La question est de savoir à quel moment cette parce que là, on fait acte de négantropie d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose qui est explosé, qui est en très très petite concentration dans la Terre, par exemple le minerai de cuivre, et puis elle cite dans ses conférences d'autres minerais, elle est très technique, c'est hallucinant comme quoi certains minerais sont pauvres en la matière de ce qu'on est censé tirer de ce minerai, mais toujours est-il que là, on passe de 0,4 à 2% à, dans la mine, à 100% de voilà. Et donc ça, c'est une espèce de négantropie voulue par l'homme, exercée par l'homme, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui est complètement explosé et d'essayer de le remettre ensemble pour en faire un corps pur à presque à 100%. Donc ça, c'est un point de vue. Et là, faut pas mélanger la négantropie universelle, ce grand jeu de billard, avec une espèce de réaction de réagrégation ou d'une remise en ordre qui, là, pour le coup, est de fait de l'action humaine. Et là, c'est comme ça que je vais raccorder avec l'homme. Et on arrive quand même, avec ce genre de travail, à une dispensation d'énergie absolument énorme pour extraire le minerai, etc. Et puis elle cite dans d'autres slides, au cours de sa conférence, le nombre de tonnes de minerais qu'on doit déplacer. Ensuite, il y a toute l'eau qu'il faut acheminer ou toutes les chimies nécessaires pour séparer et enrichir, faire l'extraction chimique. Enfin, vous imaginez le nombre de kilowatts de puissance, de mégawatts de puissance qu'il faut pour extraire ce minerai. Et je vous conseille les conférences d'Aurore Stéphan, elles sont vertigineuses, déjà de technicité, d'exposé, de clarté, mais aussi vertigineuses pour l'avenir. Parce que forcément, à la fin de sa conférence, elle nous parle de l'épuisement, dans un premier temps, du fait que plus rien ne va devenir rentable. C'est-à-dire que les rendements vont baisser et il y a un autre niveau pour juger de la validité d'un acte de réorganisation physique, donc d'un acte volontaire d'une certaine façon de négantropie humaine, enfin faite par l'homme, c'est la rentabilité. Et là, ça se passe plutôt sur des graphiques des bourses et des banques. Voilà, et donc c'est un point de vue très très intéressant et je vous invite vraiment à regarder ces conférences. Bon, on a la même façon de poser certains problèmes sur d'autres choses, puisque Aurore, elle est complètement sur le minerai, l'exploitation minière. Bon, Jean Covici, lui, nous explique et nous relativise la puissance dispensée par tel ou tel produit. Là, il nous parle du pétrole ou du gaz, etc., par rapport à ce que pouvait faire l'homme avant, etc. Et donc, resitue la force de la matière et l'exploitation des forces énergétiques dans la matière par rapport à ce que l'homme pouvait faire avant. Et donc, il y a un moment un petit peu marrant de son exposé. Les jambes développent 100 watts, les bras 10 watts. Ensuite, il fait des comparaisons par rapport à ce que les machines ont pu faire et il nous explique comment, d'une certaine façon, l'homme, grâce à la machine, est devenu un surhomme. Donc voilà, ça, c'est une façon un petit peu marrante que Jean Covici
Après ces conclusions sur le réchauffement climatique, c'est une autre affaire. Mais enfin voilà, donc on a d'un côté cette espèce de grand jeu de billard, l'entropie et une négantropie tout à fait hypothétique, puisque pour moi, le fait que les étoiles et les galaxies puissent se réagencer, s'organiser et faire montre d'une structure temporaire, parce que souvent les étoiles, etc., finissent en supernova ou en naine blanche, en naine ce que vous voulez, ou même en trou noir, et donc il y a une espèce de sursis, on va dire, d'organisation temporelle, temporaire, pour arriver à une destruction malgré tout au bout du compte. Donc ce sont juste des grumeaux pour moi. Et ensuite, on a cette espèce de volonté humaine de réorganiser la matière, mais très souvent, et c'est ça le problème, et c'est ce que Christian a exposé, on arrive quand même à un plancher ou un seuil, plutôt un seuil, qui est le rendement de la manœuvre, la rentabilité, l'utilité, évidemment, et donc là aussi, on n'arrive pas à extraire vraiment une notion de négantropie, de vraie négantropie dans cette histoire, dans l'exemple de l'univers et dans l'exemple de l'activité humaine en elle-même qui voudrait peut-être être le Deus ex machina qui réussirait à réorganiser la matière. Donc il y arrive, mais là aussi de façon temporaire, et il ne s'exempte pas des lois de l'univers et du destin macro-universel de toute chose. Donc, bon, là, j'avais pris... voilà, l'énergie noire, c'est pression négative. Lorsque je vous parlais voilà, c'est quelque chose qui s'exprime en pression négative, pour ce que les cosmologues ont pu retrouver. Là, vous voyez quelques petites notes sur parce que je pensais au modèle universel et vous parler de ces choses-là, mais ce serait hors sujet. Et là aussi, cette espèce de vision de l'espace-temps, j'avais aussi des petites choses à vous dire à ce sujet, enfin là-dessus, mais c'est, disons, hors sujet par rapport à la direction que j'ai prise pour faire cet exposé. Bien, on arrive donc l'entropie, la négotropie, tout ça n'est qu'un jeu de billard cosmique, c'est ce que je vous explique, que du désordre s'expriment des phases ordonnées, ces phases sont éphémères et sont condamnées au désordre. Bien. Ensuite, alors j'ai pris des notes et là je vais reprendre une autre direction pour expliquer ce que, pour moi, de façon claire et nette, comment s'exprime la négantropie. Alors, bien qu'il y ait des forces qui s'opposent à cette entropie, enfin qui la freinent, elles ne s'y opposent pas en définitive. Elles font partie de ce jeu de billard. Donc, histoire des tissus vivants, là, il y a un seul endroit que j'ai identifié où il y a des mouvements, des dégagements d'énergie, des actions, des choses qui sont palpables et concrètes, qui existent dans l'univers, sur la planète, autour de nous, c'est le comportement des tissus humains. Et au-delà, donc, du vivant. Pour moi, le vivant, c'est la véritable force négantropique. Elle est indépendante, émancipée du jeu du billard cosmique. Et là où je suis, donc j'étais mort, et là je suis de nouveau, revenu à la vie. Quelques années plus tard, c'était en cours de cytologie, avec en médecine. Au microscope et on regarde la mitose, on nous explique sur des diapos, des films, la méiose, qui est la mitose, mais au moment entre deux gamètes. Et on voit, comme ça, on nous montre, l'air de rien, des chromosomes qui sont en train de se séparer et qui vont, et donc ces allèles vont migrer, je ne sais pas comment et par quelle force, migrer dans une autre partie de la cellule. Ensuite, il y a un noyau, il y a des molécules qui vont se refermer sur ce nouveau chromosome. Et ensuite, tout autour, comme des petites fourmis tranquilles, les membranes
molécules lipidiques qui forment le pourtour de la cellule se refermer très gentiment, se reformer très gentiment sur. Je vais arrêter le partage. Se reformer très gentiment et faire une espèce de double en forme de cacahuète, voilà, et faire en sorte que ces choses-là, ces molécules, sans aucune interaction, disons, des forces dont on vient de parler, vont s'agencer et faire une cellule avec des mitochondries, avec, etc. Enfin, vous savez tout ce qu'il peut y avoir dans une cellule. Et c'est l'endroit à partir duquel je me suis dit, mais attendez, là, il n'y a pas d'histoire de température, de pression, de force cinétique ou quoi que ce soit. Il y a tout simplement quelque chose d'inexplicable. Par la physique, il est inexplicable que ces espèces de petites molécules se baladent et viennent se mettre en fil et en rang d'oignon pour former ne serait-ce que la membrane d'une molécule. Et tout ça, là c'est la mitose, mais on peut le reproduire au niveau de tout le vivant. C'est-à-dire le végétal, hein, comment les spores, machin, comment la sève monte, comment les tuyaux à l'intérieur des tiges se font, etc. Et donc, on en est, j'en suis à renaître d'une certaine façon, en me disant, mais voilà, là, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que cette force mystérieuse, alors là, cette fois-ci, la question se pose réellement, et moi qui ne suis pas vraiment une appétence pour les choses mystiques, mais là, on est obligé de se poser des questions sur quelle est cette force. Est-ce que c'est la conscience, un esprit, l'instinct, Dieu? Est-ce que cette force se décompose pour le mouvement de ces petites molécules en une espèce de mécanisme automatique dont on n'arrive pas à nommer, à attribuer une conscience, et pourtant ça se fait, sans aide, sans que personne pousse ces molécules à s'agencer d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et ensuite, on a au-dessus de cette micro-conscience inexplicable, on arrive à la notion d'instinct. Et ensuite, l'instinct, au-dessus de l'instinct, qu'est-ce qui fait que on a cette espèce d'instinct de vie, ces instincts de conservation, etc. Parce que bon, je passe des étapes dans mon explication, mais voilà, on parle vraiment d'un organisme, d'un mammifère, de l'homme, etc., en passant par des choses beaucoup plus petites, et encore une fois, comme les fourmis, ou je ne sais quoi, ou même le végétal. Et on arrive donc au-dessus de tout ça à une notion d'esprit, de conscience, d'esprit, et après la question de Dieu se pose. Je n'ai absolument pas de réponse à ce niveau-là, mais il est clair pour moi que je vais traduire le mot de négantropie par cette sorte de conscience mystérieuse, et la négantropie est définitivement rattachée au vivant, et tout ce qu'on peut voir comme structuration autre dans les étoiles, etc., ce n'est pas de la négantropie, c'est les grumeaux d'un jeu de billard qui fait quand même encore partie d'un mouvement anthropique. Donc, la question est de savoir si le vivant, d'une certaine façon, va s'opposer à l'entropie, et est-ce que c'est encore le but, parce qu'on va dire que la négantropie va s'attacher au vivant. Est-ce que c'est le but du vivant? Là est la grande question. Et ensuite, de cette réflexion, et là je termine, de cette réflexion vient d'être introduit l'instinct, force inexplicable. Je dis force parce qu'en fait l'instinct amène à des actions, et donc quelque chose qui actionne quelque chose forcément utilise une force. Donc l'instinct, c'est le point de départ à tout l'édifice rationnel
autour des exposés, des pensées, de ce qu'on peut dire des lois qui gèrent les hommes, puisque l'instinct va être ce que toute loi, toute élaboration humaine, etc., va chercher à préserver, à respecter. C'est comme un petit peu, l'instinct, c'est d'une certaine façon, et je vais m'arrêter là, espèce de fond, le bruit de fond cosmique dont j'ai parlé et dont les cosmologues parlent, c'est le rayonnement fossile. Eh bien, l'instinct, c'est le rayonnement fossile de l'édification des sociétés humaines. Après, évidemment, l'exposé pourrait continuer dans cette direction, mais je vais m'arrêter là. Voilà. Merci Jean-Charles de cet exposé. Je pensais plus court que ça initialement. Oui, je suis désolé, mais voilà. J'ai moins touffu, peut-être. Peut-être que, Oui. Christian, est-ce que tu souhaites réagir sur l'ensemble justement de ce qui a été dit dans cette émission et dans les précédentes, je dirais. Si tu veux bien. Sinon, je peux commencer, hein, mais bon, je pense que comme tu n'as pas eu l'occasion de réagir par rapport à la présentation de la semaine dernière, oui, ton micro, oui. Tout à fait, oui. Bah, écoutez, oui, d'accord, je vais dire quelques mots. Alors, je trouve que l'exposé de Luc la semaine dernière et l'exposé de Jean-Charles cette semaine sont extrêmement intéressants, mais ils me semblent hors sujet. Alors, sujet, si on est d'accord sur l'énoncé du sujet, bien entendu. Bon. Si l'énoncé du sujet est quel rapport ou quel impact y a-t-il, quelle interaction y a-t-il entre le concept d'entropie, entropie négantropie, je veux bien l'histoire entropie négantropie, et l'organisation sociétale des Homo sapiens, donc les rédactions constitutionnelles, des règles, et disons le système de croyance, hein, on va appeler comme ça la spiritualité. Quelle est l'interaction entre ces deux choses-là? Je pense que l'exposé de Jean-Charles et de Luc ne le traite pas réellement. Il est beaucoup question dans vos exposés, je dirais même presque exclusivement question dans vos exposés, de choses extrêmement intéressantes, qui est la cosmologie, hein, donc l'acception cosmologique de la notion d'entropie. Parce que la notion d'entropie, c'est effectivement, on l'avait compris, une notion extrêmement large, difficile à appréhender d'un point de vue physique, d'un point de vue métaphysique. Alors, je ne suis pas d'accord avec disons l'épithète de philosophique. Bon, c'est un débat que je lance, mais on va peut-être pas le lancer tout de suite. Bon, pour moi, il n'y a rien de philosophique dans l'entropie, mais bref. Donc, voilà. Alors, l'explication, le petit cours de vulgarisation sur l'entropie dans l'univers, encore une fois, me paraît hors sujet par rapport à l'énoncé tel que... Voilà, bon. Je me suis attaché, pour ce qui me concerne, et dans le cadre de la présentation que j'ai faite, qui était d'ailleurs plus courte que les deux vôtres, à ne considérer exclusivement c'est un parti pris, l'action humaine, c'est-à-dire l'entropie dans le cadre de l'action humaine, et plus précisément les activités humaines, les activités que l'homo sapiens ou l'homo industrialis a développées à partir du milieu du 19e siècle, la civilisation industrielle, la société industrielle. Quelle est donc l'interaction, quelle est l'utilisation faite, comment
dans l'équation industrielle, la méga-équation industrielle que l'homme a développée à partir de 1850, où se trouve l'entropie. Et j'y ai répondu, j'ai tenté d'y répondre. Et là, je réponds à la question liminaire de Jean-Charles qui disait « Je ne me souviens plus très bien des conclusions de Christian », mais la conclusion, c'était « L'homme a ignoré l'entropie à partir du moment où il a développé la civilisation industrielle. En fait, il a commencé à l'ignorer à partir du néolithique, mais disons, cette ignorance ne s'est pas manifestée de façon visible parce que l'activité humaine est restée extrêmement balbutiante. C'est à partir du moment où l'activité industrielle, pardon, c'est à partir du moment où l'activité industrielle s'est développée de façon asymptotique que on peut dire quid de l'entropie là-dedans, c'est qu'on ignore l'entropie. On a oublié cette loi. Alors, l'entropie pris donc dans son acception de paramètres de l'équation industrielle, voilà, et pas dans son acception cosmologique. Parce que tout ce que vous avez dit concernant l'entropie de l'univers, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais il me semble que on n'en tire pas on ne peut pas en tirer des conclusions. Ou alors j'attends que vous m'en tiriez des conclusions sur donc les deux sujets qui sont la rédaction constitutionnelle, enfin la façon dont la société humaine écrit des règles pour vivre en collectivité, et sur le développement des spiritualités que j'appelle des systèmes de croyance. Alors, Jean-Charles a un petit peu quand même effleuré cela lorsque il a développé son volet philosophique de l'entropie. La notion du vivant, je croyais être vivant, en fait je suis mort, et c'est parce que j'ai compris l'entropie. Bon, d'accord. Bon, tout ça est extrêmement intéressant, voilà. Mais je suis un peu, je reste sur ma faim parce que je m'attendais à ce que, d'ailleurs, je me demande du coup si ces enregistrements ont leur place dans le site ou la chaîne du cercle du renouvellement constitutionnel et de celle du cercle du renouvellement spirituel, parce que au bout du compte, on n'a pas une piste, on n'a pas identifié le paramètre entropie-négantropie comme étant constitutif d'un système de croyance ou d'un système système législatif. Parce que finalement, ce que j'ai tenté de montrer, pour ce qui me concerne, dans ma présentation, c'est que à partir de la révolution industrielle, à partir du milieu du XIXe siècle, eh bien, l'homme ne pouvait plus continuer sur le même système de croyance et ne pouvait plus continuer sur le même système politique. Et que l'évolution des systèmes politiques, des organisations, disons des corpus législatifs qui génèrent les modes opératoires politiques, était forcément, et l'histoire, l'analyse détaillée de l'histoire le constate, c'est d'ailleurs pas une coïncidence si les grandes révolutions du 19e siècle, en France et puis ailleurs, ont débouché sur les modifications planétaires des systèmes politiques, puisque nous sommes passés, on va simplifier, de la monarchie à la démocratie, ce qu'on appelle démocratie, on ne va pas débattre là-dessus. Voilà, et que parallèlement, pour ce qui concerne le monde spirituel, eh bien, les croyances traditionnelles se sont éclatées en une multitude
dirais, de croyances particulières, de spiritualité, de façon, disons, si on considère que l'économie, c'est la confrontation de l'homo sapiens avec le réel, et que la spiritualité, c'est la confrontation de l'homo sapiens avec ce qu'il ne maîtrise pas, ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne saisit pas. Donc, ce qui se passe dans ses mains, hein, pour l'économie, et ce qui se passe dans sa tête, pour la spiritualité, eh bien, ça, c'est la révolution industrielle. Donc, alors l'entropie, mais l'entropie, encore une fois, j'ai dit pris au sens de, mais pris au sens aussi de sa place dans la thermodynamique. Ce qui est important, c'est l'ensemble de la thermodynamique, c'est-à-dire les 3 lois. En fait, elles sont presque 5, puisqu'il y a la loi 0, la loi 1, la 2, la 3, et puis on propose, il y a Huygens propose une 4e, et puis je ne sais plus qui en propose aussi une 4e. Voilà. Bon, c'est les lois de la thermodynamique, appliquées ou ignorées, bien, qui régissent et qui sont le fondement de la révolution du mode de vie des sociétés humaines à partir du milieu du XIXe siècle. Et l'entropie, bon, on intervient comme partie prenante d'un ensemble plus vaste qui est la thermodynamique. Alors, du point de vue, bien sûr, du processus industriel, pas au niveau de la cosmologie. Au niveau de la cosmologie, je suis tout à fait d'accord avec cet équilibre. D'ailleurs, j'ai bien aimé le jeu de billard de Jean-Charles, parce que, bon, c'est exactement ça. Et puis, je terminerai en répondant, parce que, bon, là, j'avais évidemment tout un tas de remarques, minute par minute, sur les exposés de Luc et de Jean-Charles, mais bon, on s'en sortirait pas. Là, je vais terminer sur la question posée et reposée par Luc sur cette fameuse équation. La fameuse équation E égale F plus ST, E étant appelé énergie totale, F énergie libre, et S, bon, vous savez tous que c'est l'entropie, T la température, ST donc le multiplicateur, la multiplication ST, c'est l'énergie liée, l'énergie inutile. Alors, bon, je ne vais pas me battre sur cette équation, puisque Luc dit qu'il faut mettre le F à gauche et mettre le E devant, puis mettre un moins derrière. Bon. En fait, il y a tout un tas d'équations qui sont utilisées qui veulent dire quelque chose de différent. En fait, là, bon, bien entendu, l'énergie libre, ça donne de l'énergie interne, hein, dans la machine, et puis de l'énergie liée. Donc, on a une énergie libre qui est égale à l'énergie interne, celle qui va faire fabriquer le travail, et puis l'énergie liée, l'entropie, qui se dissipe dans la nature. Là, cette formule, elle veut dire qu'il y a une énergie totale, pour que les gens comprennent bien, et qui, alors, c'est pas arithmétique, hein, bon, c'est, je dirais, bon, philosophique. C'est-à-dire qu'il y a une énergie libre plus une énergie liée. Mais bon, je vais pas me battre sur cette truc. Par contre, voilà, en fait, ce qui me paraît résumé, enfin illustrer plus exactement, c'est plutôt ce schéma que je vous avais montré, que je remets à l'image parce que j'aimerais terminer là-dessus. C'est celui-là. Voilà. La société industrielle, c'est ça. Peu importe le E égale FT, c'est qu'on a, hein, on a le schéma thermodynamique de la bioéconomie. Ça, la bioéconomie, c'est la société industrielle. C'est ça, c'est la bioéconomie. On a des ressources et on a ce que Huygens appelle des déchets, hein, qui ne sont pas des déchets, c'est pas les pots de banane, voilà, c'est une notion plus physique du déchet. Et on a la machine. On a la machine, hein, transformation, effectivement. Luc nous a parlé de l'entropie, c'est une transformation de configuration. Oui, bon, d'accord. On a bien effectivement une énergie libre et accessible qui rentre en input. On a de la matière organisée et accessible qui rentre à l'état de basse entropie. Et là, du coup, tiens, je vais rebondir sur l'histoire du cuivre de Jean-Charles.
Il y a la transformation, mais qu'est-ce que c'est la transformation? C'est l'homo industrialiste, homo sapiens, qui met une machine. On n'est pas dans la cosmologie, on n'est pas dans les planètes qui tournent, on n'est pas dans tout ça. C'est l'homme qui a construit une machine. Et ça donne de l'énergie dissipée et de la matière dissipée. Voilà, on a de la basse entropie en entrée et on a haute entropie en sortie. Voilà. Je ne me bats que sur ce schéma et pas sur la petite équation qui donc Tarabuste un peu Luc, et il a sans doute raison. Alors, j'ai dit que je terminerai là-dessus, mais ça me fait tout d'un coup penser à ce qu'a dit Jean-Charles à propos de la Miss Aurore, là, voilà, qui enfonce ses portes ouvertes. La Miss Aurore, hein, pas Jean-Charles. Et donc, le cuivre, mais attends, faut qu'elle lise Roentgen. Roentgen se sert de l'exemple de la plaque de cuivre, hein, pour démonter justement cette histoire de contrebande d'entropie, parce qu'effectivement, le minet de cuivre, il est très, enfin, le cuivre est très disséminé, hein. Bon, il est donc quasiment en état de haute entropie, et puis l'intervention humaine, et là, Jean-Charles l'a bien dit, il faut des machines, il faut de l'eau, il faut, bon, des quantités de matière, de machines et d'énergie pour atteindre la feuille de cuivre, à l'issue de différentes étapes que nous avons eues également sur les images de la petite aurore. Et donc, la feuille de cuivre a une entropie plus basse que le minerai. Ah, mais alors tout s'écroule. Mais Roentgen dit non, les enfants, non, 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 non. Je vous ai dit, mais vous l'avez oublié, Roentgen nous dit, je vous ai dit que ce qui compte, c'est l'entropie globale du système. Et même si, effectivement, on a diminué l'entropie du cuivre en le faisant passer de l'état de minerai disséminé à l'état d'une feuille de cuivre parfaitement pure, donc de 3% à 100%. On a par contre dissipé une quantité astronomique d'énergie et une quantité astronomique de matière pour obtenir tout ça. Et que là, l'entropie globale de l'opération, elle a augmenté. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Merci Christian. Alors, c'est mon tour de rebondir par rapport à tout ce que vous avez dit. Je vais partir de ce que tu viens de dire. Donc tu conviens, pour trancher ce débat, tu conviens qu'il y a bien eu une diminution de l'entropie pour la feuille de cuivre prise en tant que telle, donc de manière locale et temporaire, puisque la feuille de cuivre ultérieurement va être retransformée, mélangée avec du plastique, de je ne sais quoi, etc., coupée, déstructurée, va donc à la fois localement et temporairement faire diminuer l'entropie. Et tout à fait d'accord avec ça, enfin, il n'y a pas à être d'accord, de toute façon c'est comme ça, l'entropie globale du système, oui, elle a forcément, fatalement augmenté. Ça c'est une loi incontournable. Hein. Donc effectivement, donc on a bien ces deux phénomènes, une réduction locale et temporaire de l'entropie. Artificielle. Alors, artificielle ou pas, ça c'est un autre débat et je vais y venir après. En l'occurrence, artificielle. Et puis, au niveau du système pris dans son ensemble, effectivement, il y a eu augmentation de l'entropie et il n'y a pas eu contrebande, pour reprendre ton expression. Donc nous sommes bien d'accord. Et voilà, de quoi nous parlons, c'est vraiment exactement ça. Après, continuons sur cet exemple du minerai de cuivre que reprend d'ailleurs Stigler et les gens qui travaillent autour de lui. Alors, je ne sais plus si c'est du minerai de cuivre ou d'un minerai d'un autre métal, mais peu importe. Pour montrer que, y compris dans la nature, donc de façon non artificielle, il y a justement des gisements, il y a justement des minerais qui se sont minerais qui se sont constitués dans la croûte terrestre. Et ils sont à des endroits et pas à d'autres. Ils se sont concentrés par des mécanismes, volcanisme, etc., etc. Prenons le soufre, par exemple.
Le soufre est concentré par les volcans, par exemple. Eh bien, nous voyons bien que par des phénomènes tout à fait naturels, ce que tu appellerais naturel par opposition artificielle, donc de l'action humaine, on a également, il y a même du soufre monolithique qui est extrait, des volcans, qui se constituent de façon tout à fait naturelle. Et ces gisements où il y a une concentration plus importante de minerais, c'est un exemple, donc je répète, que prend Stigler, notamment dans un de ses ouvrages, un de ses articles que j'ai mis en référence d'ailleurs, il y a effectivement cette diminution locale de l'entropie, même si l'entropie globale du système, elle, bien évidemment, du système solaire, en l'occurrence, elle a bien augmenté, bien entendu, de la même façon que ce que j'expliquais précédemment pour l'intervention humaine de la feuille de cuivre pour la fabriquer. Ouais. Je pense que c'était important de le préciser et de bien montrer ces deux choses. Le soufre, sur le soufre, c'est vraiment parce que le soufre, il est quasiment pur lorsqu'il émerge des volcans, donc on a quasiment quelque chose de raffiné qui est directement utilisable. C'est un exemple, je dirais, presque canonique sur ce sujet négantropique. Alors, tu as affirmé, Christian, que nous ne traitions pas le sujet, que nous étions hors sujet. Je m'inscris évidemment en faux total par rapport à ça. Déjà, l'exemple que je viens de donner illustre, déjà, il y avait un besoin, et c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à expliquer la notion de négantropie, parce que déjà la notion d'entropie, j'ai même dû la rappeler, elle est quand même pas triviale. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent. Déjà, cette notion qui ne fait pas débat, je dirais. Alors, la notion de négantropie, si on ne l'explique pas, et qu'on y va dans les détails, en allant loin dans les détails, en expliquant au fond du fond ce qu'elle est, c'est-à-dire, au fond, l'expression des forces fondamentales de l'univers, des contraintes, je réinsiste de nouveau sur ce point, ces contraintes qui s'exercent justement sur l'entropie, sur l'énergie libre, qui vont faire que des structures vont émerger. Ça, cette chose-là, si on ne l'explique pas, si on ne l'expose pas, c'est exposé quasiment nulle part, quand même. Donc, on était obligé de passer par là. Je suis désolé. Et en quoi cela a-t-il un impact sur nos travaux? Bon, déjà, on le voit bien pour les problèmes soulevés par Jean Covici ou par Aurore Stéphan. Un dans le domaine de l'énergie, l'autre dans le domaine de la matière, quelque part, en disant nous arrivons aux limites du progrès tel qu'on a aujourd'hui. On voit bien qu'on est là sur des phénomènes éminemment négantropiques. Éminemment. Donc, déjà sur le domaine politique, fabriquer une feuille de cuivre à partir de minéraux, on vient de le dire, que c'est un phénomène négantropique, en l'occurrence artificiel, donc fait par l'homme. Donc, dire que c'est hors sujet, déjà sur cette partie-là, je pense que c'est faux. Tout simplement, je m'inscris en faux par rapport à cette affirmation. Mais encore plus, du point de vue du cercle du renouvellement spirituel, la cosmologie et la profondeur cosmologique de l'entropie et de la négantropie sont absolument fondamentales. Toute spiritualité propose une explication de l'univers. Donc, faire l'impasse là-dessus, c'est juste pas possible. Donc, non, ça concerne totalement cette question. Et on voit bien d'ailleurs dans les conclusions et dans les propositions que j'ai faites, puisque, en définitive, ça a des impacts même sur le bien. Et d'ailleurs, je t'invite à visionner la dernière vidéo qu'on a faite sur le bien, qui est le deuxième volet. On voit la connexion quasiment directe, et d'ailleurs, Claude l'a faite, ou Didier, qui intervient maintenant dans les commentaires du cercle du renouvellement spirituel, a tout à fait cette connexion, justement, entre le bien, tel qu'on peut l'exposer, ce qui favorise justement, moi, ce que j'appelle la négantropie, l'énergie de vie, peut-être plus restreinte que l'autre, mais non seulement ça, mais y compris les contraintes. C'est-à-dire que quand on s'aperçoit que cette promotion du bien vient des contraintes, ça a un impact qu'a relevé Marc Aurèle, qu'a relevé dans sa Simone Veil également citant Marc Aurèle, c'est que l'être doué de raison peut faire de tout obstacle une matière de travail et en tirer parti. C'est-à-dire que
cette notion de contrainte, ça change complètement la vision et la vue de ce qu'il faut promouvoir dans la société. Quand Hobbes ou Spinoza ou Aristote parlent qu'il faut essayer de créer des systèmes politiques qui promeuvent le bonheur des gens, et qu'on s'aperçoit que le Deus ex machina, c'est pas le bonheur des gens, mais que c'est au contraire la négantropie, l'énergie de vie, ça change complètement tout. Et que le bonheur n'est au fond qu'un succès d'année, qui est une astuce de l'évolution pour nous faire aller vers le vivant, et du coup, ça enchaîne, et j'invite les gens à regarder les réflexions de Claude sur le site du CDRS en commentaire, et les miennes, qui sont, en fait, on s'aperçoit que le mal devient une perversion du bien. Je vous invite à lire ça. On est complètement, mais complètement dans le sujet. Alors, peut-être que, je ne vais pas être insultant, mais peut-être que ça t'échappe, Christian. Mais on est en au plan du cœur, je dirais, de tout ce qui est mécanismes fondamentaux, de ce qui est Deus ex machina, je ne peux pas trouver une meilleure expression. Ceci étant dit, alors moi je n'agrée pas évidemment à cette notion de jeu de billard, parce que pour moi, la négantropie, évidemment, elle s'étend. Sa manifestation la plus notable de ce que l'on connaisse est évidemment le vivant, mais cette tendance à la structuration de la matière et de l'énergie, elle est vraiment effectivement cosmologique, hein, à mon sens, et il n'y a pas de jeu de billard. Tout est le résultat de ces forces fondamentales, que ce soit la constitution des astres, comme la constitution du vivant. Tout ça n'étant... Et de la constitution des sociétés, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, Stigler l'explique très bien. Les sociétés sont des moyens également d'augmenter cette négantropie. Et donc, ça va très loin et ça a des implications politiques. Toi qui doutes des implications politiques de la négantropie, je t'invite vraiment à lire Stigler ou à voir certaines de ses vidéos, Christian. Les implications sont tout à fait directes. Quelque part, je dirais que restreindre la négantropie au vivant, pour moi, c'est une tentative de sauver Dieu. Puisque du coup, le vivant serait quand même encore à part. Comme avant, la Terre était au centre de l'univers. Bon, bah, la Terre, on sait bien que maintenant, elle n'est plus au centre de l'univers. C'est une position qui n'est plus tenable. Alors on va dire, bon, bah, c'est le vivant qui est au centre de notre univers et tout est là. C'est une manière de sauver Dieu. Et c'est aussi l'intérêt de cette dimension négantropique. C'est qu'en fait, Dieu devint peut-être comme le bonheur, devient peut-être une astuce de l'évolution pour nous faire avancer, pour nous faire progresser, mais rien d'autre. Et ça nous permet aussi d'être plus lucides et plus conscients par rapport à ces forces fondamentales. Dieu est mort, comme disait de Nerval. On ne les ressuscitera pas. C'est Nietzsche qui disait ça. Non, Nietzsche n'est pas un philosophe. Je parle de Nerval. Oui, mais c'est Nietzsche qui a dit Dieu est mort dans la Non, c'est Nerval qui l'a dit en premier. C'est Nerval qui l'a dit en premier, Nietzsche n'est qu'un imposteur. Nerval a montré, et ça lui donnait le vertige d'ailleurs, hein, ça lui faisait peur à Nerval. Donc, Dieu est mort, on ne le ressuscitera pas. Voilà, j'en resterai là. Qui veut, Christian ? J'ai des choses à dire, mais vas-y, Christian. Ah oui. Alors, Luc, tu énonces un théorème ou une axiome, tu dis que la négantropie, c'est la contrainte. Et ensuite, tu développes la contrainte donne le bien, donc la négantropie donne le bien. Bon, il faut d'abord être sûr que la négantropie, c'est la contrainte. Or, ça n'est pas démontré. Bon, je ne développe pas. Hein. Tu dis, on est en plein dans le sujet. Pour dire qu'on est en plein dans le sujet, il ne suffit pas de le dire, de le répéter, il faut le prouver. C'est-à-dire qu'il faut dire que la négantropie, telle que tu l'as décrite, cosmologique, hein, conditionne les spirituels et conditionne les rédactions de constitution. Bon, ça n'est pas démontré. Par contre, moi, je dis une chose.
Je dis que le processus industriel fait les constitutions et le processus industriel fait les spiritualités. À partir depuis 2 siècles. Voilà. Je fais des trucs schématiques mais simples. Et que je pars de cela pour dire le processus industriel existe parce qu'il ignore l'entropie. Et pour ce qui concerne l'histoire de la négantropie, je ne conteste pas du tout l'intérêt d'expliquer aux gens ce que c'est que la négantropie. Ce que je conteste, c'est l'intervention de la négantropie dans le processus industriel. Elle n'intervient pas parce que la question qu'on se pose, nous sommes tous d'accord pour dire une opération industrielle telle que je l'ai montré dans le schéma d'une machine où il y a des inputs et des outputs, l'entropie augmente. Bon, la question est-ce qu'on peut freiner? Alors, quelque part, tu as dit la négantropie, c'est freiner l'augmentation de l'entropie. Ouais. Moi, je veux une négantropie qui annule. Bon, même freiner. Bon, alors, même freiner. Je n'ai pas la réponse à la question. Alors, moi, je dis qu'elle n'existe pas. C'est ce que Huygens appelle la contrebande d'entropie, Maxwell, Edmond Maxwell, etc. C'est-à-dire, on peut freiner l'augmentation de l'entropie avec de l'information, etc., etc., etc. Ça a été dénoncé aussi par un autre dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, ce n'est pas Huygens qui a inventé le mot contrebande d'entropie, c'est une autre personne dont je vous donnerai le nom après. Et donc, à partir du moment où moi je constate que dans le processus industriel, on n'a rien qui peut freiner ou qui peut annuler l'augmentation d'entropie lors d'une transformation thermo-industrielle de l'activité humaine, eh bien, je dis que la négantropie, elle s'exerce bien entendu dans la cosmologie, on est d'accord. Bon, mais c'est un sophisme, c'est une illusion de croire, et c'est d'ailleurs un sophisme, une illusion que bercent les croissancistes. Hein, le développement durable, c'est on va trouver de la négantropie pour contrer l'augmentation de l'entropie. Ça n'est pas. Ah, qu'est-ce que s'est passé? Ah, c'est moi qui suis déconnecté. Recording is on. Excusez-moi, j'ai été déconnecté, Christian, à l'instant. Oui, non, mais bon, en fait, je me répétais. Ce que tu étais en train de dire. Je me suis répété. Donc, quid de la négantropie dans la société industrielle? Il n'y en a pas. Dans le processus industriel, il n'y en a pas. Voilà. Bon. Et donc, si on considère que le processus industriel, c'est lui qui fait les constitutions, et lui qui fait les spiritualités, eh bien, la négantropie, là-dedans, elle est absente. Bon. Ou alors ton raisonnement pour dire la négantropie est à la base de tout parce qu'elle crée la contrainte et c'est la contrainte qui fait le bien et la réflexion sur le... Bon, alors, mais il faut que tu nous démontres de façon concrète qu'aujourd'hui, on a des spiritualités dont les fondements sont consubstantiels de la négantropie cosmologique. J'aimerais réagir à votre petite discussion. Pour reprendre dès le début, sur l'objection de Christian, comme quoi on serait hors sujet, comme Luc, je vais quand même répondre. Christian oppose un schéma de machine, de transformation. Il nous a montré ça, mais je ne vois pas en quoi ce schéma, qui est un schéma mécaniste, détermine les constitutions, les lois, les droits, etc. C'est simplement une expression du réel, et à ce moment-là, on peut mettre tout réel en jeu dans une discussion et dire qu'il a une répercussion sur l'organisation humaine. Un système de production d'énergie ou de matière ou de ce que vous voulez
tel que l'envisage Christian, il y a quand même l'interaction de l'homme dedans. Et donc, évidemment, que le système n'est pas indépendant. Et en fait, toute cette discussion, et là, je viens maintenant sur le hiatus que fait Luc en disant, lorsqu'il dit que l'anégantropie est aussi cosmologique, elle existe et que c'est les contraintes, etc., je suis bien d'accord. Mais lorsqu'il dit, il dit, oui, mais il y a telle chose qui est artificielle. En fait, tout est dans l'histoire de l'artificiel et dans la façon dont vous mettez de côté le côté naturel des choses et le côté artificiel. Pourquoi faites-vous cette distinction? Moi, Tout simplement, L'action tout humaine. simplement, tout simplement Moi, parce je la que fais pas, justement. Hein. ah bah non mais Moi, je la fais. tu l'as prononcé, Ah bah, mais pour répondre tout à la question simplement, seulement. Hein. tout simplement, l'artificiel, c'est justement le vivant, c'est l'homme, c'est l'intervention, L'action humaine. l'action humaine, mais aussi l'action du vivant, tel Ça, c'est naturel. animal, tel animal, C'est naturel. voilà. Bah, justement, là, c'est là le grand sujet. L'usine. Voilà. Action artificielle, c'est l'usine. Ensuite, sur les contraintes, il dit que Luc dit des contraintes jaillissent des structures qui vont émerger. Donc, il parle là pour le coup de la cosmologie. Mais ce sont, comme je l'ai dit, des événements temporaires, des grumeaux dans le jeu de billard. Donc, je suis désolé, mais je reviens sur cette idée de jeu de billard qui exclut donc la négantropie d'un point de vue cosmologique. D'un point de vue cosmologique, suivant un grand nombre de modèles, tout va se terminer vers le trou noir primordial ou le grand freeze, c'est-à-dire l'éclatement total de tout tissu matériel dans l'univers. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, ces structures que Luc met en avant pour justifier une négantropie cosmologique, ce sont des structures temporaires qui correspondent à des effets, des grumeaux qui arrivent, et c'est une espèce de grand hasard dans des milliards, de centaines de milliards d'éléments matériels, etc., qui font qu'à un moment donné, il y a des choses qui s'organisent et puis qui se désorganisent. Donc, moi, je maintiens cette idée de jeu de billard cosmique et cette idée que le seul endroit qui ne répond à aucune des lois fondamentales de l'univers cosmologique, le seul endroit, c'est le vivant. Et encore une fois, toutes ces histoires de petites cellules, molécules qui se mettent en ordre dans des processus du vivant, dans les processus des tissus, de la vie, des cellules humaines ou des cellules végétales, tout ça n'est expliqué absolument, n'a aucune correspondance avec les lois qui sont censées, qui sont décrites dans ces histoires d'entropie universelle, cosmologique, etc. Donc, je maintiens ça. Et pour revenir sur l'objection de Christian, comme quoi notre développement n'est pas, en relation avec l'organisation humaine et qu'on serait hors sujet, j'ai bien pris soin donc de conclure avec cette image du fait que l'instinct, puisque c'est ce que paraît être ces espèces de migration de cellules, c'est là où j'ai eu la vision, la migration des cellules au cours de la mitose, par exemple, tout simplement ça, on est face à des forces qui ne sont pas cosmologiques, on ne sait pas ce que c'est, donc j'ai introduit l'idée, mais là, on peut mettre n'importe quel mot derrière ça, conscience, instinct, hein, et Dieu, effectivement. Et donc, on arrive à dire que d'un côté, on arrive à justement ces idées d'instinct, et de ça, je disais que c'était en fait le rayonnement fossile de cette force. C'est-à-dire que l'instinct est le fond du fond de ce qui fait qu'il y a l'homme, le vivant, et cette espèce de négantropie
sortent uniquement du vivant. Et il n'y a pas, et là pour le coup je suis d'accord avec Christian, de négantropie cosmique. Voilà. Et c'est ça le rapport, c'est là qu'est établi le rapport dans cet exposé avec la constitution des sociétés humaines, parce que le fond de la constitution des sociétés humaines et les raisons pour lesquelles on va établir des droits, etc., vient de cette étrangeté qui n'est pas expliquée, qui est la réaction du vivant par rapport à sa matière elle-même. Voilà. Christian, tu veux peut-être Ton micro, Luc. Juste répondre rapidement avant que je finisse peut-être. C'est l'heure. Si vous êtes d'accord. Bon, ouais, moi j'ai 2 choses à dire, 3 choses même. Très rapidement. Tu dis c'est à démontrer, Christian, que ça n'a pas d'impact. Ben, moi je dirais, justement, c'est ce qu'on essaye de construire ici, dans ce renouvellement. Je dirais c'est pas à démontrer, mais enfin il y a quand même beaucoup de philosophes qui parlent de conatus, de vouloir vivre, Schopenhauer, Spinoza, de vivant, justement, Michel Serres, de vitalisme, Bergson et des chercheurs en biologie. J'ai cité également Lao Tzu. Ça fait quand même beaucoup de gens qui mettent un peu le principe vital ou le vouloir vivre mais ce qui est une mauvaise expression, Schopenhauer le disait lui-même, justement de cette expression de la négantropie. Et cela a un impact humain, bien sûr, parce que si on place la négantropie comme la chose, le deus ex machina fondamentale avec l'entropie. Dès lors, la rédaction des principes fondamentaux qui gouvernent les constitutions va diverger, puisque le bien ne sera pas de même nature. Si le bien, c'est la recherche du bonheur, on va avoir un droit naturel qui va être exprimé d'une certaine façon. Si c'est la négantropie le bien fondamental, et la recherche de la négantropie le bien fondamental, l'impact sur la rédaction du droit naturel, crois-moi qu'il va changer. Alors toi, je sais que tu n'es que dans le droit positif. Non, mais il n'y a rien de tout ça qui a présidé à l'écriture des constitutions dans le monde entier depuis que le monde existe. Oui, je le revendique, puisque justement, dans les constitutions, même celles qui disent se reposer sur le droit naturel, elles n'expriment pas le droit naturel. Donc comme ça, c'est facile. Hein, on l'a bien vu pour la Constitution française, notamment. Et puis, rapidement, par rapport à Jean-Charles, qui émancipe, qui dénonce, qui dit que le vivant s'émancipe du jeu de billard cosmique, bon, ça, pour moi, c'est déjà pas possible. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui le démontrent. Et je pense que le problème de notre ignorance de l'émergence de la vie ne doit pas nous conduire à donner une explication, je dirais comme Dieu par exemple, qui serait, je dirais, un petit peu un polichinelle tiré du tiroir. Je préfère dire que nous ignorons cette portion, hein, comme on ignore des chaînons manquants dans plein de choses, dans plein de domaines scientifiques, plutôt que de donner une réponse, je veux dire, moi j'ai plutôt tendance à privilégier le principe de banalité, de dire que si ça s'applique jusque-là, et puis que ça s'applique encore après, bon, il y a de grandes chances que ce qui nous manque aujourd'hui soit de la même banalité. Voilà. Tu t'es déjà placé devant un microscope, voir là une mitose se faire? Tu as certainement vu des vidéos. C'est complètement hallucinant. C'est comme l'émergence d'un œil. C'est comme l'émergence d'un œil. Les gens disent l'œil ou la question de l'œuf et de la poule. Tout le monde s'émerveille devant l'œil qui est absolument formidable, etc. C'est juste les processus évolutionnaires qui sont à l'œuvre. Ouais. Ah oui, et c'est un mystère. Et c'est un mystère. Pas vraiment. Non. Et j'ai parlé de forces mystérieuses et on pourrait mettre les mots qu'on veut, mais ce ne sont pas des forces fondamentales de l'univers qui font que... Voilà. Et là, maintenant, je suis en train de vous parler. Est-ce qu'une force fondamentale de l'univers me fait dire tel mot plutôt que tel autre, etc. Je parle et je ne suis pas soumis aux forces de l'univers, en tout cas dans mon expression.
dans ma pensée et dans voilà, je suis désolé. Donc effectivement, il y a des choses dans mon corps, Justement. la respiration, le CO2, etc., qui sont soumis à des choses chimiques, mais il y a quand même énormément de choses qui sont en dehors de la chimie, en dehors de la physique, dans l'expression du vivant. Et encore une fois, je ne suis pas un croyant, un spirituel, etc., mais force est de constater qu'il y a quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les forces fondamentales que les physiciens, les cosmologues mettent en équation. Très bien. Là, vraiment, il y a quelque chose en dehors. Je propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci messieurs, oui. Je pense qu'on n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais c'est pas grave. Le public jugera. Oui. Et l'histoire aussi. Merci messieurs. Merci.